Depuis toujours, l'être humain s'est posé la question quant à ses origines. D'où je viens? Qui sont mes ancêtres? Où étaient-ils à telle période historique? Qu'ont-ils accompli? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à leurs semblables et pour le monde? Il existe plusieurs thèses qui traitent de la venue des Slaves dans les Balkans depuis les Carpates. Aujourd'hui, nous expliquerons pourquoi il y a des raisons de l'attaquer directement. Si les Slaves sont venus des Carpates, eux n'ont pas vu alors la mer, et ils devraient donc aussi avoir des mots étrangers pour désigner l'Adriatique, les figues, les îles par exemple. Donc tout simplement, si l'on se fie à cette thèse, ils ne connaissaient pas cela. Ils n'ont jamais vu l'Adriatique, ni les figues, ni les îles. Et donc à leur arrivée, ils auraient sans doute pris des mots de la langue des autochtones, comme les Illyriens par exemple, pour définir eux-mêmes ce qu'il manque dans leur langage. Certains professeurs de faculté de Belgrade, pour prouver que les peuples des Balkans actuels ne sont pas des autochtones, utilisent le mot figue et disent que les Biélorusses, les Russes et les Ukrainiens utilisent un mot persique, voire indien pour figue, qui est injir ou anjir. Donc ces professeurs assurent que si ces populations de l'Adriatique avaient migré vers l'Est, elles auraient utilisé alors le mot smokva pour figue, et non injir ou anjir. Il n'y a pas de figue en Russie par exemple. Donc les Slaves de l'Est ont probablement utilisé ce mot dû au commerce avec les pays d'Europe centrale ou du Moyen-Orient. Le chemin est long entre le « je pense », « ils auraient », « peut-être que » et une hypothèse validée et certifiée. On trouve fréquemment des mots étrangers dans les langues parlées du monde, mortes comme actuelles. Par exemple, en serbe, pour dire 1000, on dit hiljadu. Mais le mot tisuću existe aussi en slave, qu'ils n'utilisent pas. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que les Serbes ne savaient pas compter jusqu'à 1000 et que les autres Slaves du monde, eux, pouvaient le faire? Les Serbes n'utilisent pas les noms serbes, voire slaves, pour désigner les mois du calendrier. Ils disent par exemple januar, februar. Les Croates disent pour janvier et février sjećanj et veljača. Sjećanj est en référence probablement à la coupe de bois durant l'hiver, sjec, sec signifiant couper. Cependant, on peut trouver aussi d'autres significations. Les souvenirs, par exemple, se disent sjećanj. Peut-être aussi que le mois de janvier est le début d'une rétrospective sur soi-même. Commencer le bilan de fin d'année. Veljača pour le mois de février vient de velji, de veći. C'est l'explication la plus acceptée en général. Plus grand car les jours deviennent plus longs. Ce mois marque donc le changement, la préparation de la nouvelle année. En effet, à l'origine, le mois de mars était le premier mois de l'année, dans beaucoup de cultures différentes. Janvier vient de Janus, en référence au dieu romain des commencements, aussi par rapport au soleil, des fins, des choix et des portes. Février vient du latin februare, qui signifie purifier. En effet, les Romains faisaient le 15 de ce mois un rituel de purification nommé februa. Et donc, si les Serbes d'aujourd'hui prennent les mois romains dans leur calendrier, cela signifie-t-il qu'ils ne connaissaient pas les mois, qu'ils n'avaient pas leur propre nom pour les mois? On voit bien dans cet exemple que les langues évoluent suivant différents événements dans le cours de l'histoire. Comme le mot shop en français qui vient de l'anglais. La langue française a-t-elle attendu l'arrivée du mot shop pour désigner un magasin? N'y avait-il pas de magasin en France, voire en Gaule, avant l'arrivée de ce mot dans la langue française? Et magasin vient lui-même de l'arabe mahazin, pour désigner un entrepôt. Mais les Français avaient déjà des entrepôts, bien avant l'arrivée de ce mot en français. Donc supposer que les Français n'avaient pas d'entrepôt avant l'arrivée du mot magasin est une erreur historique. Autre exemple encore, le mot coussin en serbo-croate se dit jastuk, venant du turc. Mais dans certains villages à l'ouest de la Croatie, certains emploient le mot kusin pour dire coussin. Le mot coussin vient du latin coccinus. Donc les Croates qui utilisent le mot coussin venant de l'italien cousine n'avaient pas de mot pour désigner ce dernier? Preuve en est que oui, puisque jastuk est utilisé majoritairement aussi par les Croates. Même exercice que précédemment, puisque coccinus et jastuk ne sont pas des mots slaves, peut-on alors dire que les Slaves ne connaissaient pas les coussins? Beaucoup de mots dans une langue sont remplacés par d'autres. Nous avons aussi kakshire pour certains.
que les Serbes utilisaient aussi pour les pantalons. Maintenant, ils disent pantalone. Cakşire est un mot turc, donc cela veut dire quoi? Que les Serbes, avant l'arrivée des Turcs, marchaient en culotte. Pour désigner les ennemis dans les Balkans, le mot dushman est utilisé, mais ce mot-là vient du persan. Vous commencez à comprendre l'exercice. Vu que le mot dushman est persan, les habitants autochtones des Balkans n'avaient pas de mot pour désigner les ennemis. Bubreg, mot turc désignant les reins utilisés en serbo-croate. Les Slaves du Sud n'avaient donc pas de mot pour désigner les reins avant l'arrivée des Ottomans. En Dalmatie, on utilise le mot butiga, qui vient du mot français boutique. À la lumière de récentes recherches, on peut affirmer que les Slaves d'aujourd'hui auraient pour la majorité d'entre eux comme berceau les Balkans, ayant comme première civilisation celles qui se sont implantées autour du Danube. Le mot smokva pour figue existe cependant toujours dans la langue russe. C'est un genre de dessert avec des fruits cuits au four ou séchés. Ce dessert est peut-être significatif dans la conscience des Russes, leur rappelant ce fameux fruit qu'ils mangèrent dans les terres paisibles des Balkans. Mais encore, dans les plus anciennes traductions bibliques russes, donc dans, pourrait-on dire, leur langue archaïque, le mot smokva est utilisé pour figue. Déjà, avec cet argument, on pourrait sûrement aller contre les théories universitaires d'aujourd'hui. Les Polonais, les Tchèques et les Slovènes utilisent le mot figue, qui est un synonyme pour smokva. En Dalmatie, ils utilisent aussi le mot figue. Voyez comment ces notions s'imbriquent les unes dans les autres. Si les Slaves étaient venus dans les Balkans au VIe siècle, ils auraient alors eux aussi utilisé le mot figa, dérivé du latin, parce que dans leur langue natale, le mot figue n'aurait pas existé. Donc ils auraient vraisemblablement utilisé le premier mot rencontré pour désigner la figue. Cependant, nous avons notre propre mot, qui est très intéressant, car comme dit précédemment, il est une preuve qu'il y avait une population autochtone déjà établie dans les Balkans, bien avant le VIe siècle. De là vient aussi, peut-on penser, le mot shmek, pour ukus, qui veut dire goût, odeur, etc. Ce mot est revenu chez nous depuis les Germains. Ukusno, qui a du shmek ou smokva. Chez les Germains, c'est passé du smek au shmek. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui défendent le plus la thèse de l'arrivée massive des Slaves dans les Balkans sont les universitaires de Belgrade. Même les chercheurs allemands ou autrichiens sont moins engagés dans cette thèse. Les auteurs du Moyen Âge signalent le lieu d'origine des Slaves dans la Dalmatie et en Pannonie. L'auteur de la chronique de Dalimil mentionne « Il nomme la plaine Sénar, où Noé et les siens s'étaient arrêtés. Néanmoins, il n'est pas capable de situer plus précisément ce lieu. Puis il évoque la construction de la tour et la dispersion des peuples qui s'ensuivit, abordant aussi l'origine des Slaves. Les Serbes, dans son récit, qui s'étaient établis, comme les Grecs, le long de la mer, et s'étendirent jusqu'à Rome, c'est-à-dire sur la péninsule dalmate. La chronique des temps passés mentionne que les Slaves seraient arrivés dans les Balkans dans l'Antiquité, qui s'établirent sur le Danube entre la Hongrie et la Bulgarie, dans les Balkans. C'est de là que les Slaves se sont répandus sur la terre. Pour les scientifiques, surtout pour Anatole Kiossoff, dans son ouvrage DNA généalogie, signale l'arrivée des ancêtres slaves dans les Balkans il y a 9000 ans, selon la migration et les recherches de l'autosomal et YDNA du haplogroupe R1A. D'autres auteurs ont fait la même remarque. Heinrich Kunzmann, un slavistique allemand, aurait mentionné « Pour les écrivains russes, polonais et bohèmes plus connus, les Slaves venaient du sud, plus précisément du Danube, des Balkans. » Passons maintenant dans une autre démonstration, l'île de Krk. Donc si l'on prend la thèse officielle, les Slaves seraient arrivés dans les Balkans, n'auraient donc pas de nom, de mots pour désigner les lieux, et auraient pris ceux des autochtones. Mais voyons alors l'étymologie du mot Krk qui peut nous aiguiller. Krk est un des lieux en Europe des plus ensoleillés, avec au moins 2500 heures de soleil par an. Depuis l'Antiquité, cette île est connue, surnommée l'île d'Or, l'île dorée, qui était d'ailleurs le foyer du peuple antique des Liburnes de la côte adriatique. Leur nom indo-européen
semble provenir de leur habitat. En latin, labrum signifie lèvre, côte, littoral. Ce nom a aussi été rapproché au nom des Libus, un des peuples de la mer qui envahirent l'Égypte à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui a aussi donné le toponyme Libye. Les Liburnes ont aussi apporté aux Romains des innovations technologiques en matière de bateaux. On peut dire qu'ils ont même appris aux Romains à construire des bons bateaux. Durant la guerre opposant Rome et Carthage, les bateaux des Liburnes utilisés par les Romains ont joué un grand rôle dans la victoire. Les Liburnes sont alors devenus alliés des Romains. Le reste des habitants de l'Adriatique, comme les Illyriens par exemple, sont restés fidèles à leurs frères des Balkans. Aucun écrit du Moyen-Âge ne mentionne l'arrivée massive d'une immigration de populations slaves depuis les Carpates ou même plus loin. Alors que plusieurs récits mentionnent nos vies durant l'occupation romaine. Jusqu'à aujourd'hui, sur l'île de Krk, il y a une colline du nom de Krvava Glavica, ce qui veut dire la tête ensanglantée. Plus largement, le mont ensanglanté, la montagne ensanglantée, la colline ensanglantée, qui témoigne de féroces affrontements contre les Romains. Puis, depuis cet événement, il n'y a plus eu de guerre sur cette île. Comment alors est-il possible, selon les thèses officielles, qu'une population arrivant massivement dans les Balkans ait appelé ce lieu Krvava Glavica, alors qu'il n'y était pas présent, il y a plus de 600 ans déjà? Cette continuité dans l'histoire, les autochtones ont gardé ces événements en mémoire, témoignant encore aujourd'hui de ce que nos ancêtres des Balkans ont vécu. Sur la question qui est de savoir quel peuple vivait sur l'île de Krk, le mieux est de chercher directement dans l'étymologie. Le nom de l'île et de la ville de Krk est cité par Strabon, Ptolémée, Pline l'Ancien, dans différentes variantes comme Kurikta, Kurikte, Kurikus. On voit donc les fameuses lettres KRK ou CRC. Les linguistes ne discutent pas sur le fait que ce nom date d'avant l'arrivée des Romains et que ce mot est bien plus ancien et originaire des Balkans. Il est connu que les Latins, les Germains et les Grecs ont du mal à prononcer nos mots car ils ont très peu de voyelles, voire des fois pas du tout. Pour eux, il est difficile de prononcer ces mots comme trsh, grob, smart, sans y rajouter A, E, I, O, U. Les voyelles dans certaines parties des Balkans, comme en Bosnie, sont souvent avalées. Par exemple, dans quelques régions en Bosnie, l'on va dire vidmale au lieu de vidimale, regard de la petite. On pense même que le langage archaïque le plus ancien dans les Balkans serait celui de Bosnie, car dans beaucoup de mots, ils n'ont pas besoin de voyelles. Les voyelles arrivent toujours plus tard dans l'histoire. Les Romains n'arrivaient pas à prononcer le mot grk pour grec en français. Et c'est pour cela qu'ils rajoutèrent des voyelles pour une prononciation plus simple. C'est comme cela que Krk est devenu par exemple l'île de Kurikta, ce qui veut dire que grk est un mot ancien, archaïque. Jusqu'en 1993, on pensait que Krk était la plus grande île de l'Adriatique. Puis ce n'est qu'après que l'on s'est rendu compte que c'était l'île de Kres, de Tsres, en réalité la plus grande. Comment donc les peuples originaires des Balkans auraient donc appelé la plus grande île, selon eux, parmi les milliers d'îles dans l'Adriatique, si ce n'est par un nom définissant la grandeur, la grosseur comme Krk? Maintenant, faisons un parallèle avec la rivière en Croatie s'appelant Krka. Cette dernière, sur la carte de Ptolémée, s'appelle Titius. À la source de cette rivière, il y avait une ville s'appelant Krkum, surélevée en raison de la construction de ponts et de routes. Le nom de cette ville démontre bien que l'île de Krk s'appelait déjà comme cela durant l'Antiquité. Et le nom Titius est juste une traduction de la langue grecque. Krka signifie la porteuse, une femme géante. Les titans sont des géants, en particulier l'un d'entre eux, Atlas, porteur de la terre, du monde en gardant une stabilité solide pour maintenir l'équilibre. De même manière, en prolongeant, les hommes tenant leur tête sur leurs épaules et leur colonne vertébrale droite avec le bon équilibre. Encore aujourd'hui, pour les mots comme Gorstak, Seljačinu, Krajišnik, on utilise encore Krkan.
Dans tous les Balkans, cette manière de porter sur le dos est connue. Le terme pour désigner la façon de porter un poids sur les épaules, sur le dos, est nosenje na krkače ou bien na krkejake. D'après tout cela, Krka est donc la rivière qui passe par la terre du géant porteur, et Krk est alors la plus grande île du géant de l'Adriatique. Dans l'Antiquité connue, les Romains ont appelé cette île Veglia, et c'est comme cela que les populations romaines ont appelé cette île jusqu'au XXe siècle. Comment les Croates qui arrivent sur cette île, selon la thèse officielle au 7e ou 9e siècle, peuvent utiliser un ancien nom aujourd'hui Krk pour rappeler une île, alors que soi-disant, ils rencontrèrent cette île s'appelant déjà Veglia. Pourquoi la renommer ainsi? Et donc, comme on le voit, Krk est notre mot très ancien de notre langue, utilisé déjà par les populations autochtones des Balkans et non pas par des soi-disant migrations de population. Il y a eu sûrement des petites migrations, l'histoire en a toujours connu et encore aujourd'hui, mais ces migrations seraient alors très peu nombreuses dans les Balkans et viendraient, si c'est le cas, du sud de la Pologne. La grande majorité des peuples de l'Adriatique sont originaires des Balkans, depuis des milliers d'années. Il y a encore des mots liburnes dans les langues balkaniques. Essayons de nous imaginer sur les bords de l'Adriatique, aux alentours de -7000 à -9000 avant Jésus-Christ, regardant nos ancêtres être émerveillés par la beauté de cette région. Par la suite, ces peuples ont exploré toute l'Adriatique et sont devenus des peuples de la mer et des marins parmi les plus grands que l'Antiquité ait connus. Les bateaux des Liburnes constituaient une énorme force de guerre navale pour les Romains. Près de 2/3 des archives romaines concernant la marine citent les peuples de la Dalmatie. Le nom de la Dalmatie date au minimum de l'époque antique. Les Grecs l'ont appelée Chronovomore, la mer de Chronos, et pour eux c'était une mer lointaine et inconnue du père de Zeus. Chronos vivait ici avec sa femme Gaïa. Gaïa est la déesse mère des Titans. Relevons d'ailleurs que l'on dit Gaia en serbe pour désigner Gaïa, la même racine pour définir Ona koja goji. Gaia, celle qui goï. Gaïa, celle qui fait grandir les géants, la déesse mère, la mère qui donne le sein, qui élève ses enfants. Ne trouvez-vous pas cela frappant? Autant de points convergents dans notre propre langue. On retrouve encore ce sens dans od goiti diete. On retrouve goi qui veut dire élever un enfant. Tout cela n'est pas un hasard. On le constate bien à présent. La maison de Gaïa, l'Adriatique, son nom, encore utilisé aujourd'hui pour définir l'élévation, la grandeur. Devenir grand, un adulte, un géant. Certaines sources polonaises affirment que le terme Dalmatie viendrait de Dalamati, qui signifierait le don de la mer, ce que la mer a donné. D'autres sources, cette fois-ci balkaniques, affirment que l'étymologie de Dalmatie viendrait du mot Duvno, qui était une ville sous l'époque romaine qui existait déjà, s'appelant Delminium ou Dumno, devenant par la suite Duvno. Les deux sources se tiennent, sont à prendre en considération. Les sources romaines appellent cette mer Mare Adriaticum, utilisant un terme illyrien pour désigner celle-ci. Il existe un autre nom pour désigner la mer Adriatique utilisé par des peuples des Balkans dans certaines régions. Sinje more, qui figure même dans l'hymne croate. L'hymne croate, petite parenthèse, naît du moins la chanson Lijepa naša domovina, naît quand Ante Mihanović est allé justement voir ces belles régions comme Rijeka, Krk, etc. Alors il a écrit cette chanson. Mais l'hymne a été composé par Josip Runjanin. Ils ont également du mal à comprendre quand je leur dis que l'auteur de l'hymne croate est un Serbe. Mihanović a écrit le texte, mais Runjanin a composé la musique, l'hymne. Si vous demandez à des universitaires d'où vient le mot Adriatique, ils vous diront qu'il vient de Adria, une cité se nommant Adria. D'autres encore affirment que le terme Adriatique proviendrait du mot albanais signifiant l'eau, ouye. Mais je ne comprends pas comment ils arrivent à en tirer cette conclusion de ouye à Adriatique.
Je pense qu'il y a beaucoup d'autochauvinisme dans ces tentatives pour désigner l'Adriatique. Le mot Adra est lié à un mot slave signifiant l'eau. En ancien slave, le mot pour désigner l'eau est vadern, ressemblant aussi à water en anglais, vatten en suédois, Wasser en allemand, Vodr en proto-germanique. On peut constater ici, à ce qui se rapprochera le plus d'une assimilation phonétique ou bien d'une labialisation. Pour certains peuples, le T est prononcé, d'autres le D, le S, etc. Pour les différents éléments, nous avons donc Vadern, Voda pour l'eau, Vater, Vatra pour le feu, Vetar, Vietar pour le vent. Donc le Adr, ADR, on le retrouve sous différentes déclinaisons, même dans d'autres langues indo-européennes. Ce qui donc signifie qu'en réalité, c'est un mot désignant l'eau, ou tout ce qui se rapproche. Essayons encore d'approfondir notre raisonnement pour ne pas prendre qu'un seul exemple. Dans notre langue, mais aussi en prenant les sources de la langue celte et du sanskrit, donc des langues indo-européennes, Yadran et le vocal ADR de Adra veut dire fort, dur, solide, énorme, grand, puissant, inarrêtable, robuste, herculéen, au-dessus des hommes, gardien, incassable, indomptable, parfait et j'en passe encore. Il y a énormément de significations pour désigner cette magnifique mer. Si vous demandez à des marins de l'Adriatique si ces mots désignent bien la mer Adriatique, ils vous répondront oui sans hésiter. Vous avez aussi des prénoms dans notre langue et même dans d'autres utilisant ce vocal. Yadran, Yadranka, Adrien, Adriana, Adriana, Andriana. C'est donc toutes ces définitions et ces appellations que nos ancêtres ont données à cette mer quand ils l'ont rencontrée. Et donc le fait que cette mer s'appelait Adriatique ou Yadran depuis l'Antiquité signifie que nos ancêtres étaient là bien avant le 7e siècle après Jésus-Christ. Dans le sanskrit, yatra veut dire le chemin, voyage. Les prêtres étrusques, avant de partir voyager, ils regardaient Uyetru, c'est-à-dire dans le foie. En proto-slave et en russe moderne, le mot yatru est aussi utilisé pour la vitesse. Les voiles, yedra, servent au bateau à aller plus vite. Voyez, la même racine pour désigner les voiles dans notre langue yedra. Yadran, Vadern, Vadern, Yedra, Yatra, tout un vocabulaire pour désigner le milieu marin. Yedri se Yedrima po Yedrom Yadran. Ouvrir les voiles et naviguer avec le vent de l'Adriatique. La traduction peut être améliorée par contre. Voici une phrase encore plus parlante. Je pense aussi pour les francophones ne parlant pas le serbo-croate, on peut vraiment y voir beaucoup de sens et de réponses quant aux origines du mot Yadran. Des termes évoquant la navigation avec pour racine, et non par hasard, ADR, Adr. Vous avez aussi une rivière en Serbie s'appelant Jadar. Vous voyez, encore des ressemblances. Donc pour les Grecs, une mer lointaine et inconnue. Pour les Romains, ce qu'ils ont pris des Étrusques. Pour les Albanais, Deti, Adriatique. Ils n'ont pas leur propre mot alors qu'ils vivent des années sur les côtes de l'Adriatique. Sûrement des peuples leur ont transmis du vocabulaire. On pense au général byzantin Georges Maniakès quand il est venu dans les Balkans. Pour les Slaves, une mer d'importance primordiale, avant même d'avoir été naviguée. Nos ancêtres ont été fascinés par cette mer, la première mer qu'ils ont dû sûrement voir, la première mer qu'ils ont dû naviguer. Je tiens, comme mot de la fin, à informer que cette vidéo est une traduction complète d'un chercheur historien et théologien nommé Goran Šarić. Ces recherches m'intéressent énormément, car elles vont à l'encontre des dogmes officiels, tout en nous fournissant énormément d'éléments historiques et linguistiques, pour mieux comprendre dorénavant notre histoire, celle de nos ancêtres. Si vous voulez voir la vidéo originale en serbo-croate, je vous ai mis le lien dans la description. Il est toujours plus agréable de regarder et d'écouter en version originale, surtout pour la linguistique. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur l'histoire des peuples des Balkans et des peuples slaves. Il y aura encore d'autres vidéos traitant de ce sujet,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans ce travail. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie les amis pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.